Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau dédié par le magazine Forbes aux chefs d'entreprise, d'où qu'ils viennent, quoi qu'ils fassent, des chefs d'entreprise pour qu'ils nous racontent un peu leur parcours, leur expérience, leurs difficultés parfois, mais qu'ils nous racontent aussi où ils veulent aller, leurs ambitions. Avec nous aujourd'hui, Olivier Barnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'une société qui s'appelle Géotech. C'est un groupe d'ailleurs, qui a été fondé par votre père. C'est mon père qui a fondé dans les années 70 et que je dirige aujourd'hui avec mon frère. Et c'est un groupe qui est spécialisé dans l'ingénierie géotechnique. Vous dites souvent que vous veillez, la construction veille sur ses fondations. C'est ça, donc on essaye de faire en sorte que les constructions soient pérennes et qu'elles soient de bonnes bases. Votre métier à vous, c'est de finalement étudier les fondations de la construction et dire, ça peut marcher ou ça ne marchera pas, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà, donc en fait on nous donne un projet à construire, à réaliser et on détermine quelles sont les caractéristiques du sous-sol, des sols, des roches, quels sont leurs paramètres et comment on va fonder le bâtiment notamment, ou comment on va creuser pour faire un sous-sol, etc. Donc, et on détermine des préconisations pour que ça se passe bien et que le chantier se déroule bien et que la construction soit durable. Ouais. Alors, votre client, c'est l'architecte ? Ou le maître d'œuvre, ou le promoteur ? L'architecte est souvent le donneur d'ordre, celui qui paye, donc notre client, et le promoteur immobilier, la mairie, ou la Société du Grand Paris, par exemple, pour le métro, le futur métro du Grand Paris Express. Alors donc, vous allez faire une étude approfondie, et au terme de cette étude, vous allez donner un certificat, quelque part, non ? Cette étude est obligatoire. Alors aujourd'hui, elle n'est pas obligatoire, sauf dans quelques cas particuliers, qui sont assez récents d'ailleurs, puisque ça date de la loi Elan, donc 2018. Mais c'est pour les particuliers, ça. C'est pour les gens qui fabriquent, qui se font construire des pavillons. Voilà, alors c'est pour les gens qui vendent des terrains à destination de construction de maisons individuelles, où l'étude maintenant est obligatoire sur à peu près la moitié du territoire. Mais alors, une collectivité locale ou une institution publique qui fait construire une station de métro en sous-sol, elle ne doit pas donner... On va dire que l'étude n'est pas obligatoire par la loi, mais elle l'est souvent par les assureurs. Et aujourd'hui, il n'y a pas un assureur qui assure une construction sans qu'il y ait une étude géotechnique, évidemment. Le métier a dû changer depuis l'époque où votre père avait créé cette entreprise. Oui, alors dans les années 70, on parlait d'une étude de sol, donc c'est une étude ponctuelle à un moment très en amont des projets. Et puis on a, depuis début des années 2000, développé une norme qui définit des missions géotechniques beaucoup plus détaillées, beaucoup plus poussées, et qui permet d'accompagner les maîtres d'ouvrage jusqu'à la fin de leur projet, c'est-à-dire la réalisation de leur fondation et de leur sous-sol. Comment ça se passe ? Dans un premier temps, vous faites des prélèvements, vous analysez ces prélèvements ? On vient avec des sondeuses, on va faire des carottages, et on va faire des essais in situ, donc dans le forage, et puis après, avec les prélèvements qu'on a récupérés, on va faire des essais en laboratoire. Et après, vous allez donner le feu vert en disant... Voilà, derrière, on va faire une synthèse de l'ensemble de ces données, et on va déterminer nos préconisations pour la construction. Et vous allez déterminer, par exemple, la profondeur des fondations ? C'est ça, le type de fondation, la profondeur. Il faut descendre à 1 mètre, il faut descendre à 2 mètres. Et on va analyser aussi les risques. En région parisienne, vous avez des problèmes de dissolution de gypse ou de carrières souterraines. Les carrières sont assez connues sur Paris. Mais du coup, quand vous construisez au-dessus d'une carrière, il faut prendre un certain nombre de précautions. On a des cartes, on les connaît, les anciennes carrières. Non, pas toujours. Pas toujours. Il y en a qui sont bien répertoriées, d'autres beaucoup moins, mais elles ne sont pas toujours traitées, donc il faut les remplir avant de pouvoir construire au-dessus. Alors, il y a deux phénomènes sur lesquels vous devez vous pencher, j'imagine, vu de l'extérieur. Le premier, c'est les effets du dérèglement climatique, le réchauffement climatique. Vous allez nous en dire ce que vous en pensez. Puis le deuxième, c'est l'exigence de plus en plus forte, de plus en plus puissante du consommateur, de la population, qu'il soit organisé par lobby écologique ou pas d'ailleurs. Donc effectivement, on a de plus en plus d'obligations sur ce sujet du dérèglement climatique. Je crois qu'on a une obligation, nous, en tant qu'entreprise responsable, d'imaginer des fondations et des constructions qui soient durables, qui soient pérennes et qui tiennent compte des phénomènes. Si je prends un exemple, par exemple, la sécheresse, il y a quelques années, on avait une sécheresse tous les 5-10 ans. Aujourd'hui, c'est presque tous les ans. Alors cet été n'a pas fait l'objet de sécheresse. Mais vous travaillez sans certitude. Vous ne savez pas ce que va être le climat, quand même. C'est bien ça qu'il faut essayer d'anticiper au maximum. Et aujourd'hui, dire que la sécheresse est une catastrophe naturelle, quand elle arrive tous les ans, est-ce que c'est encore une catastrophe naturelle ou est-ce que c'est un phénomène qui doit être forcément pris en compte en amont? Donc vous avez l'obligation d'anticiper une situation
sur quelle période à peu près 10 ans, 20 ans? On va dire que l'obligation légale, elle est décennale, mais au-delà de l'assurance décennale, je pense que quand un particulier construit une maison, il a envie que ça tienne plus que 10 ans. L'objectif, c'est dans 20 ou 30 ans, on ait encore des constructions qui soient en bon état et habitables. Mais alors, parallèlement à ça, ce qui fait l'objet d'une réglementation, et c'est assez objectif, vous devez avoir la pression, j'allais dire politique, la pression politique de groupes de voisinage, de groupes qui considèrent que, ou même de protection de la biodiversité, la protection animale. Construire est devenu compliqué, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on construit de plus en plus dans des zones difficiles, où personne n'a voulu construire avant, où on réhabilite d'anciennes friches industrielles, où là, globalement, personne va être contre le fait de remplacer une friche industrielle par un quartier éco-responsable et construit correctement. Mais par contre, ça suppose d'aller sur les friches industrielles où personne n'a vraiment envie d'aller construire aujourd'hui parce que il y a des problèmes de pollution des sols, voilà. Donc on a d'autres compétences à faire valoir là-dessus aussi. Est-ce que vous avez aussi à faire valoir l'exigence finalement que quelqu'un qui a pollué un sol, il doit le dépolluer avant de le sortir? C'est-à-dire qu'une friche industrielle, elle devrait être rendue dans son état originel. Donc ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille pour un promoteur immobilier, avant d'acheter, systématiquement, il fait une étude géotechnique, mais aussi une étude de la pollution des sols. Parce que s'il achète sans avoir fait cette étude, il va reprendre la responsabilité quelque part de ce qui se trouve dans le sous-sol. Et quand c'est pollué, ça va lui coûter parfois plus cher que le terrain qu'il a acheté. Donc c'est essentiel de le faire en amont. Tous les promoteurs le font pas encore, mais enfin, on va dire qu'en région parisienne notamment, c'est fait systématiquement. Est-ce que vous n'avez quand même pas le sentiment qu'on vit dans un excès de normes aujourd'hui et de précautions? Fameux principe de précaution qui s'applique à tout le monde et à toute activité. Alors, quand un particulier achète une maison qui est mal construite, qui se retrouve avec des fissures, où la maison n'est pas habitable, je pense qu'on est comme content d'avoir des réglementations bien faites. Quand en 99, on a eu une tempête qui était assez importante en décembre 99, où beaucoup de pylônes sont tombés, on n'a pas eu d'électricité pendant plusieurs jours. Je pense qu'aujourd'hui, on construit avec des normes différentes, plus contraignantes, mais plus sûres pour l'avenir. Et je vous embête toujours. Je vois. C'est qu'on bloque les permis de construire. Il y a beaucoup de permis de construire qui sont aujourd'hui bloqués parce qu'il y a des études préalables qu'il faut faire et qu'on renouvelle. Et que... Le sujet est plutôt les recours abusifs, où globalement, personne n'a envie de voir d'éoliennes, mais on a envie d'avoir de l'énergie renouvelable. Je ne voulais pas parler d'éoliennes. Mais c'est évident que c'est un sujet et qu'il faut qu'on arrive à construire plus efficacement et plus rapidement, parce que on travaille sur les éoliennes en mer. Ça fait combien de temps qu'on parle des éoliennes en mer? Ça fait plus de 10 ans qu'on nous annonce des parcs d'éoliennes en mer. Et on commence juste à faire les premières fondations. Donc vous vous rendez compte, 10 ans pour arriver d'un projet qui était abouti puisque les marchés étaient conclus, à commencer des fondations 10 ans. C'est long. Vous êtes combien dans cette entreprise? On est environ 800 aujourd'hui. Vous êtes des ingénieurs? Voilà, on est essentiellement des ingénieurs, mais également des équipes de terrain. Des ingénieurs travaux publics, ingénieurs géo? On a des géologues, on a des géotechniciens, des ingénieurs génie civil, donc voilà, différentes spécialités. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, le recrutement est très compliqué, on a une croissance importante. Et vous êtes en pénurie de recrutement. Et effectivement, on a une pénurie de main-d'œuvre, mais ingénieurs, techniciens, sondeurs, donc des personnes qui au départ ne sont pas qualifiées et conformes, on n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à recruter. Donc à nous de rendre écoutez, aussi. On va faire un appel après tout. Voilà. Mais ce que vous dites rend intéressant votre métier. D'autant que c'est un métier d'avenir. Hein. Voilà, c'est un métier d'avenir et puis qui change tous les jours. Quand vous arrivez sur un terrain, vous ne savez jamais ce que vous allez trouver. Donc il n'y a pas beaucoup de monotonie. En plus, c'est un métier où on est à l'air, quoi. Vous êtes toujours à l'extérieur. Oui, alors, souvent. Les techniciens et les sondeurs plus que les ingénieurs, mais les ingénieurs vont également régulièrement sur le terrain. Donc voilà, généralement, on a travaillé sur la France principalement. On travaille en France, on a une vingtaine d'implantations en France, en Belgique et puis en Afrique. Geotech.fr.com. Geotech.fr. Donc là, si on veut trouver un job, franchement... Voilà, il doit y avoir une 50aine d'annonces en cours. Merci beaucoup, Olivier Barnoux. Je rappelle que vous en êtes le président de cette groupe. Merci. Merci.